L'émission Au goût de chez nous est rendue possible grâce à la collaboration de Bœuf et compagnie et par Formation S, le Duc du vin. Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à Au goût de chez nous. Cette semaine, on travaille des produits de notre région. On travaille premièrement l'hydromel de l'hydromellerie Miel Nature de Melocheville. On va faire une recette à base de la liqueur miel érable. On va également préparer une petite entrée avec des pommes, des noisettes, du fromage local et un petit peu de sirop d'érable. Et on va faire comme mets principal une perdrix en crapaudine qu'on va servir sur un lit de pommes de terre au bacon avec ail et persil. Et on va aussi accompagner ça d'une délicieuse purée de carottes et de navets. Pour dessert, on se paye la traite, une petite coupelle, une tartelette de chocolat blanc et noir avec banane et caramel au sirop d'érable. Donc, on s'attelle, on est prêt à partir, on va se régaler aujourd'hui. C'est parti! Comme d'habitude, on va s'attaquer au dessert en premier pour lui donner une chance de refroidir après. Pour ça, on va avoir besoin d'un petit bol. On va avoir besoin aussi de notre chapelure au biscuit Oreo au chocolat. À notre chapelure, on va rajouter 2 cuillères à soupe de sucre blanc. Puis pour aider tout ça à se tenir, on va rajouter un petit peu de beurre fondu. Là, je n'ai préparé une bonne quantité parce que tantôt, pour faire notre entrée, on va utiliser de la pâte phyllo puis on va avoir besoin de beurre fondu. C'est pour ça que le beurre est déjà fondu. 40 ml environ, donc 2 à 3 cuillères à soupe. On amalgame tout ça, c'est juste pour former notre croûte après nos petites tartelettes au chocolat. Le four allumé à 400 degrés, c'est déjà fait pour moi. On va avoir besoin d'une tôle et de 4 petits ramequins. Aujourd'hui, j'ai utilisé des tartelettes individuelles. On pourrait faire une grosse tarte, par exemple. Donc, la quantité que j'ai là devrait faire pour une assiette de 8 pouces environ. Donc, une fois qu'on a bien mélangé le beurre avec notre chapelure et notre sucre, on va l'étendre en 4 parties différentes, égales. Avec les doigts, on va presser pour faire comme une croûte sur tout le bord. Donc, on appuie un peu au milieu, mais on s'en garde un petit peu pour les côtés aussi. Il faut vraiment bien presser. Puis inquiétez-vous pas si en l'appuyant, vous vous rendez jusqu'au fond du plat. C'est pas très grave. L'important, c'est qu'on ait un contenant. C'est pour nous donner une petite croûte partout dans chaque bouchée. Alors, s'il n'y en a pas un endroit au fond, on s'en rendra pas compte, mais inquiétez-vous pas. Mets ça dans le four, 400 degrés, pendant environ 8 minutes, pas plus que ça. On va également avoir besoin de crème au chocolat, chocolat blanc et chocolat noir. J'ai 120 g de chocolat blanc, j'ai 100 g de chocolat noir. Je vais avoir besoin là-dedans de 200 ml de crème 35 qu'on va faire bouillir. Feu élevé, une petite casserole. C'est pas tout le monde qui achète la crème 35 au litre. Je sais que je suis très bon là-dedans. 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 75, 80, 90, 100, 200, 200. OK. 200 ml. Bien sûr, on va rajouter un petit morceau de beurre là-dedans. J'en ai un peu de liquide, donc je vais le rajouter liquide. Regardez, il en reste un petit bout de mou au fond. C'est parfait, ça. On amène à ébullition, il faut que ça bouille. Aussitôt que ça va avoir bouilli, on va le verser sur nos chocolats en part égale. Deuxième chose qu'on va avoir besoin,
c'est un caramel au sirop d'érable. Pour ça, on a besoin de sirop d'érable, une petite casserole, un petit fouet pour tantôt, j'en aurai besoin, 125 ml de sirop d'érable, j'apporte ça à ébullition et je vais faire réduire un petit peu. Je veux juste que ça commence à épaissir, atteindre le niveau un peu qu'on aurait de la tire. On va avoir des bouillons un peu sirupeux. Vous allez voir, la texture va changer. Je vais vous le montrer tantôt. Si jamais vous avez un livre de cuisine à la maison qui explique les températures des sirops, vous pouvez regarder pour la température de la tire foncée. Je ne veux pas m'aventurer sur aucun chiffre en ce moment. J'ai toujours fait ça à l'œil, ça a toujours réussi, donc je fais confiance que vous allez réussir, vous autres aussi. Faites-vous confiance, osez un petit peu. On va attendre ça. Pour notre caramel, on va avoir besoin aussi de crème, la même quantité qu'on a mis de sirop d'érable. Et on va avoir besoin d'un petit carreau de beurre. Sortez votre livre de beurre préféré, celle qui est en spécial cette semaine à l'épicerie. J'ai besoin d'environ 45 g de beurre, donc 3 cuillères à soupe. Notre crème est sur le point de bouillir. Ça commence. Je veux que ça commence à monter, puis là, je vais l'enlever. On va être sûr d'avoir vraiment l'ébullition à chaque partie du chaudron. Donc, là, ça bout. Ça commence à vouloir monter dans le chaudron. On verse ça en part égale sur chacun des chocolats. Puis là, c'est pas une science exacte. C'est sûr, faites pas exprès pour mettre 2 fois plus dans un que dans l'autre. Voilà. On attend environ 1 minute, puis on va mélanger avec notre petit fouet. Ça va nous donner 2 ganaches au chocolat finalement. Puis on va les verser dans nos coupelles de chocolat qui vont être prêtes dans 2 petites minutes. On va garder un œil sur notre sirop en attendant. Si jamais vous voyez que le sirop bouille et qu'il a l'air à vouloir déborder, c'est là qu'on va lâcher notre beurre. Le beurre va empêcher le sirop de monter pas en émulsion, mais en bouillon. Gardez un œil dessus. S'il ne veut pas déborder, laissez-le aller comme ça va s'évaporer plus rapidement. Là, on fait sortir de l'eau pour concentrer le niveau de sucre à l'intérieur. Ce que ça va nous donner, c'est que quand on va rajouter le beurre puis la crème, ça va donner un caramel qui goûte vraiment le sirop d'érable. C'est vraiment pour concentrer la saveur d'érable. Ça va sentir la cabane à sucre ici aujourd'hui, je vous le dis. Petit œil de côté. J'ai mis un petit peu plus de chocolat blanc parce que le chocolat blanc contient beaucoup moins de pâte de cacao que le chocolat noir. Donc, il risque d'être un petit peu plus liquide en fait de mélange. Inquiétez-vous pas, après une petite heure au frigo, il va figer de toute façon. Et au pire, il va être un petit peu crémeux, ce qui ne sera pas désagréable du tout. Vous allez voir le bon mélange de texture, banane, un petit peu mou, la petite croûte au chocolat dans le fond qui est un petit peu croquante, la texture crémeuse des 2 ganaches mélangées. C'est délicieux. Le sirop devrait prendre environ 3 minutes à bouillir. Donc, quand ça commence à bouillir, vous pouvez compter 3 minutes environ, puis ça devrait être suffisant pour avoir la quantité de sucre, le niveau de sucre qu'on veut avoir. Je ne sais pas si vous voyez en ce moment, les sirops commencent vraiment à épaissir. Les bouillons sont plus gros puis plus gluants, on dirait. Donc ça, c'est un signe que l'eau s'évapore puis qu'on est rendu avec des sucres qui vont commencer à caraméliser. Puis juste à l'odeur, vous allez sentir aussi l'odeur de l'érable. Ça commence à sentir la tire quand on mange la tire à cabane à sucre. Quand j'atteins ce niveau-là, c'est là que je rajoute mon beurre. Et je vais rajouter la crème. Faites juste attention, ça peut faire un petit peu d'éclaboussure. Et voilà.
En même temps, nos croûtes sont prêtes, on va les sortir. Et on ramène ça à ébullition à la crème et le beurre jusqu'à temps que ça recommence à épaissir légèrement. Le chocolat, je vous conseille d'utiliser un chocolat noir à 60% et plus pour être certain d'avoir un bon goût chocolaté. Si vous aimez ça vraiment amer, vous pouvez aller jusqu'à du 85%. Libre à vous. Mais le chocolat au lait va être un petit peu trop sucré. Avec le chocolat blanc qui vient déjà donner une bonne note de sucré puis notre caramel, allez-y pour un petit peu d'amertume, ça va faire du bien à votre recette. Donc, une fois que vos mélanges sont bien faits, on va les verser en part égale dans chaque croûte. On va commencer avec le noir. Donc, on verse en part égale dans chacune. Même chose avec le chocolat blanc. J'ai peut-être triché un petit peu, là. Pour faire des chicanes au niveau du dessert. Ça vaut pas la peine. On rince ça. Rincer? Non, c'est pas vrai. Entendez-nous. C'est pas très bon. Chocolat blanc. Vous pouvez verser aussi au milieu, hein, c'est pas très grave, ça va faire des... Ça va se mélanger de toute façon, un petit peu. On va faire des spirales un petit peu dedans en le brassant légèrement. Je ne vais pas le mélanger complètement, je ne vais pas avoir une couleur uniforme, c'est juste pour donner un bel aspect. Un mélange de tourbillon de fudge au chocolat puis l'autre au chocolat blanc. Là, regardez notre caramel, le bouillon, comment il est rendu épais. C'est exactement ce que je voulais avoir. Donc ça, on débarrasse ça, on enlève ça du rond, puis on met ça dans un contenant qu'on va pouvoir se servir tantôt pour servir. Et on prend la tasse à mesurer, on va juste mettre notre mélange dedans. Si on le mettra pas au frigo, on va le garder tablette. Ça va être plus pratique s'il est chaud pour le verser tantôt par-dessus nos bananes. Donc, on a notre sirop, on met ça dans un petit coin, on l'oublie. Ceux-là, on les met au frigo pour qu'ils figent le plus rapidement possible. Pendant que nos tartes sont en train de refroidir au frigo, on va s'attaquer à nos mets principaux. Donc, on va préparer une purée de carottes et de navets aujourd'hui pour accompagner notre pintade. On va avoir différentes textures. On va avoir la pomme de terre qui va être un peu molle, croquante. En même temps, on va avoir notre pintade qui va être bien rôtie et dodue. On va avoir nos purées qui vont être liquides. Donc, on essaie d'aller chercher des mix de textures pour pouvoir apprécier notre repas à différents niveaux. Alors, première chose, on va faire une purée de carottes et de navets. Pour ça, on va avoir besoin d'un navet. En fait, on n'aura pas besoin de tout ça. Je vais prendre juste la moitié de ce navet-là. On le pèle, un grand couteau, on enlève les deux extrémités. Ça nous assure une base solide pour couper. Puis on enlève la peau sur environ 1 cm d'épaisseur. La moitié, ça va être amplement pour ce soir. On va juste garder ça au frigo pour une autre occasion. 2 carottes comme ça devrait être amplement aussi. J'essaie d'avoir la même quantité de carottes que de navets. Donc je vais regarder en les coupant, voir les comparer. Au pire, je vais rajouter une carotte. L'important quand on veut faire une belle purée, c'est d'avoir des morceaux pas trop gros pour que le pied mélangeur n'ait pas trop de difficulté à les rendre en purée, puis de la même grosseur pour que ça cuise uniformément. Donc, c'est la seule chose que vous avez à surveiller. Nous, on va essayer d'y aller par des morceaux d'environ 1,5 cm par 1,5 cm, grossièrement. Alors, les carottes, c'est fait. Le navet, plus connu sous le nom de rutabaga. C'est plus ça qu'on mange du rutabaga que du navet ici. Le rutabaga était le gros avec la chair un peu plus jaune. Le navet était un petit peu plus petit. Petite casserole. Les légumes racines, comme les carottes, les navets, les rutabagas,
pas les caramboles, les ravioles, qui est une autre sorte de navet. C'est des légumes racines, on les cuit à l'eau froide en partant. Donc, eau froide pour couvrir d'environ 2 cm, 2 à 3 cm, juste pour être sûr de ne pas manquer d'eau en cours de cuisson. Et on sale tout de suite. Feu élevé, on amène ça à ébullition, ça devrait prendre environ 15 à 20 minutes. Pour nos perdrix, on va avoir besoin de 2 choses. Un, j'aimerais ça les faire cuire sur mon lit de patates. Donc, on va commencer par préparer nos pommes de terre. Pourquoi je les cuis comme ça? Parce que je vais avoir un petit peu de gras de bacon dans mes patates. Puis, je voudrais que cette saveur-là soit mélangée un peu avec notre perdrix. Notre perdrix, c'est un petit oiseau qui est très en forme, donc il n'y a pas beaucoup de gras après. C'est quelque chose qui va profiter d'avoir un petit peu de gras pendant la cuisson ou de la vapeur. Donc, c'est pour attendrir la viande puis donner... C'est un oiseau d'élevage, c'est sûr que c'est pas de la perdrix que vous avez tué dans le champ. Ça cuit un petit peu plus rapidement. On va prendre environ 25 minutes de cuisson une fois qu'elle va avoir été poêlée. Alors, si vous avez de la perdrix sauvage à la maison, je peux pas vous conseiller exactement sur la cuisson, la durée de la cuisson, mais normalement, on va faire cuire plus 1h15, 1h20 pour être certain de, détruire toutes les petites bactéries qui peuvent exister dans le bois et aussi pour avoir une tendreté, donner un petit peu plus de moelleux à notre viande. Puis on vous conseille aussi d'utiliser beaucoup de lard, du gras, du bacon autour de vos perdrix quand vous allez les faire cuire, puisqu'elles sont encore plus maigres dans le bois que dans ceux d'élevage. Pour ça, j'ai besoin de mes 2 petites perdrix, mais avant, comme je vous ai dit, on va préparer nos pommes de terre. Pommes de terre, j'ai fait bouillir une grosse pomme de terre tantôt. En fait, je l'ai fait bouillir 2. Je les fais pré-bouillir parce que je veux les faire cuire au four dans une espèce de bouillon avec un petit peu de sirop d'érable. Je vais les faire rissoler avant de mettre le bouillon. Puis les pommes de terre vont absorber beaucoup le jus, justement, du bouillon. Ça va donner beaucoup de goût à nos pommes de terre. Elles sont pré-cuites, alors je les ai faites bouillir dans de l'eau froide avec la pleure pendant environ 20 minutes. Donc c'est quelque chose à faire. Elles sont grosses, ceux-là. Elles sont plus petites, ça peut prendre moins de temps un peu à la maison. Donc juste voir si jamais vous les piquer une fois qu'elles sont bouillies, puis que le couteau en ressort facilement, c'est qu'elles sont cuites, c'est votre indice. On coupe ça en petits dés d'environ 2 cm par 2 cm. Et on reste la pleure après, oui. C'est là que sont les vitamines des patates. Un gros oignon haché. On le coupe en 2. Ensuite, sur le plat, quelques incisions à l'horizontale. Incision perpendiculaire à ce qu'on vient de faire et on émince encore en perpendiculaire. Poêle sur feu élevé. Bacon, j'ai 10 tranches de bacon pré-cuites. J'aime bien gros acheter le pré-cuit. Ça nous sauve beaucoup de dégâts en les faisant cuire. Et aujourd'hui, j'ai pas vraiment besoin du gras plus que ça. Il va rester suffisamment de gras dans ceux-là pour donner la saveur que je vais aller chercher. Je veux pas un plat trop riche, mais je veux avoir surtout l'odeur de fumée qui va se dégager du bacon. Puis sa saveur aussi. Couper grossièrement, ça, on va tout faire revenir ça ensemble tantôt. J'ai assez de pommes de terre pour ce que je voulais faire. Un petit peu de persil. Ici, j'ai des petites perdrix que j'ai achetées chez mon ami Pascal à la boucherie Bœuf et Compagnie. On peut acheter de la perdrix aussi locale chez Mme Carfio. Je les ai achetées chez Bœuf et Compagnie parce que je voulais que Pascal me les désosse, ceux-là. Je voulais les faire cuire en crapaudine, c'est-à-dire qu'on a complètement... La perdrix, dans le fond, c'est comme le petit poulet. C'est habituel, c'est poitrine, 2 cuisses, les petites ailes, ses côtés. Puis quand on les fait danser, mais ça fait des... C'est ça. Celle-là a été désossée complètement, donc on a enlevé l'os du sternum et on va la faire cuire, nous, comme on appelle, en crapaudine. Donc, vous voyez, ça, c'est ce qu'on dit. Pourquoi que ça ressemble à un crapaud, un petit peu, ça ressemble à une rib. En tout cas, ça saute pas, là, mais ça ressemble à ça. Donc, on va les faire cuire à plat. Ça va permettre une cuisson plus rapide. Puis en même temps, elle va être en contact avec les aromates que je voulais avoir, mes oignons, mon bacon, puis mes pommes de terre. Donc, les deux ont été désossés. Vous pouvez demander, Pascal va vous le faire pour vous volontiers. Sinon, c'est pas vraiment compliqué. Vous avez juste à prendre une paire de bons ciseaux, puis
Puis de chaque côté de la colonne vertébrale vers le dos, vous coupez, vous enlevez la colonne. Puis avec un petit couteau de fils, vous pouvez retirer les côtes qui peuvent rester sur le côté de la poitrine. Si vous y connaissez en anatomie de poulet, c'est parfait. Sinon, demandez l'aide d'un professionnel. Ça ne leur coûtera pas grand-chose. Vous allez vous sauver bien des petits soucis. On va saisir nos perdrix dans la poêle. Alors, bien les étendre à plat. Comme vous avez vu tantôt, les crapauds, là. J'ai mes poitrines et mes cuisses qui se rejoignent au centre en forme de petits grenouilles. On va mettre un petit peu d'huile de canola dans notre poêle. Puis on va rajouter un petit peu de beurre clarifié. Donc, le beurre clarifié, c'est le beurre qu'on a fait apporter, pas à ébullition, mais qu'on a fait fondre. Puis tout le petit lait va se ramasser au fond. Donc on a une partie de beurre qui est plus jaune, mais qui brûle aussi beaucoup moins parce que c'est le petit lait qui brûle quand on fait chauffer du beurre. Ça va nous donner le bon goût du beurre sans avoir le côté brûlé qui peut faire que ça va donner un mauvais goût. Les perdrix, on les assaisonne. Salé et poivré. On va déposer nos 2 petites cuisses en crapaud. Tout dépendant de la grosseur de vos perdrix. Peut-être que vous allez en avoir besoin de 4 ou de 2. Ce soir, ça va faire des petites portions, je vous dirais, mais pour 4 personnes. Un gros cochon pourra en manger facilement une au complet, sans aucun problème. On va assaisonner l'autre côté aussi. Là, je ne les brasse pas, je veux une caramélisation, donc une petite croûte dorée. Ça va permettre d'avoir un beau fini quand on va la terminer au four tantôt. Ça va aussi nous développer nos saveurs. Une carotte boue, j'ai juste baissé le feu. Ça n'a pas besoin de bouillir trop fort. On les tourne de côté. On a notre belle croûte qui s'est formée à la surface. Encore ce côté-là, 2-3 minutes. On va les retirer de la poêle, on va les mettre de côté sur notre assiette. On va préparer nos patates sautées. On va les redéposer par-dessus et on va les envoyer au four. Dans nos pommes de terre, je vais aussi rajouter 4 gousses d'ail. J'ai oublié un petit peu tantôt. On les écrase pour enlever la pelure, la chemise. S'ils ont un gros germe, on retire le germe. Ça devrait se faire facilement une fois qu'ils sont écrasés. Belle croûte en dessous aussi. Oups. J'essaie de ne pas les briser. Je vais ajouter mes pommes de terre avec tous mes éléments qui sont ici. On va essayer de les faire rissoler jusqu'à temps qu'il y ait une petite caramélisation. Je veux une caramélisation sur mes patates. Qu'est-ce que je fais? Je les touche pas, c'est ça. Plus je les brasse, plus la chaleur est perdue, moins mes choses grillent. Donc, il ne faut vraiment pas y toucher. Pendant que ça va se faire, on va préparer tous nos ingrédients pour notre sauce. C'est pas bien compliqué. On a besoin de notre liqueur de miel érable. Le miel érable, c'est un hydromel. L'hydromel, c'est un vin de miel qui est fait avec une fermentation du miel comme sucre qui se transforme en alcool. Celui-là, on a rajouté du sirop d'érable pendant la fermentation. On a obtenu un alcool un peu, pas sirupeux, mais c'est plutôt un digestif apéritif qu'un vin de table. Il peut être très bon sur glace, il peut être très bon aussi dans un café. Alors, je vous conseille de l'essayer. Hydromellerie Miel Nature, c'est à Melogeville. Nouvelle autoroute 30, sortie chemin du canal à Melogeville. C'est juste en sortant, c'est tout près. Donc, très facile d'accessibilité. Disponible surtout des fois dans les marchés durant l'été, un peu partout à travers la région. Ils sont très exposés dans chaque activité qu'il peut y avoir, des foires. Ils participent à plusieurs concours, ils gagnent toujours plein de médailles. Alors, une petite place à découvrir. On fait flipper ça un petit peu. Je touche plus.
Je l'oublie encore 2-3 minutes. Une bonne odeur de bacon qui flotte dans l'air, ça sent le smoky. Ça sent bon. Pour notre sauce, 2 petites échalotes françaises ou une grosse, tout dépendant de ce que vous avez. Si vous n'avez pas d'échalote française, vous pouvez toujours utiliser de l'oignon espagnol ou de l'oignon jaune. Par contre, l'oignon jaune a un goût vraiment fort qui va... Donc, mettez-en moins un petit peu, ça va aider à la délicatesse de votre sauce. C'est une sauce quand même très délicate. On a des parfums d'érable qu'on va avoir dedans. Si on utilise de l'oignon jaune, on va couvrir tout ce goût-là. Utilisez la petite échalote française grise comme ça, c'est parfait. C'est un goût délicat qui va quand même aller chercher des notes subtiles, de la complexité dans votre sauce. Puis c'est ça qu'on va avoir, c'est que la complexité dans la simplicité. L'échalote est hachée finement. On va brasser un peu nos patates. On a du bacon qui est déjà salé, donc je ne mettrai pas de sel supplémentaire, mais je vais quand même poivrer, par exemple. Donc, je laisse aller encore 2-3 minutes comme ça. Après ça, on va pouvoir ajouter nos petits éléments liquides aromatiques. On a une petite tasse de bouillon de poulet ici. Et on va rajouter un petit peu de sirop d'érable aussi. Donc les deux ensemble, je vais mettre ça. Environ 50 ml de sirop d'érable dans mon bouillon de poulet. J'ai une tasse de bouillon de poulet. Ça va parfumer légèrement mon plat, mais pas beaucoup. Des petites subtilités. Même chose avec l'alcool. Je vais en verser un petit filet. Le piche-piche, c'est de l'évaporation. Donc, on va évaporer l'eau du liquide et garder seulement que sa saveur. Donc, on va avoir une petite pomme de terre hydromiel. Et là, je vais mettre mon bouillon. On ramène ça à ébullition. On va redéposer nos petites perdrix dessus. Donc, elle baigne dans mon petit bouillon qui est parfumé avec mon bacon. Les saveurs vont pénétrer au travers de ça. Ça va donner un goût à notre viande. Coup que ça bouille, je vais le mettre au four directement. Je ne mettrai pas le couvercle. Je vais permettre une évaporation, il y a beaucoup de bouillon. Puis en même temps, je ne vais pas perdre ma petite croûte dorée. Donc, tantôt, peut-être que je vais remettre le couvercle pour garder ça au chaud, mais en attendant, je veux que ça rôtisse, donc je le laisse comme ça. 400 degrés, 25 minutes environ. Bonjour tout le monde, on est encore en présence aujourd'hui de notre ami Serge Leduc des ateliers Le Duc du Vin. Serge, aujourd'hui, perdrix, un peu de gibier. Un peu de gibier, intéressant. Ça prend donc un vin plus corsé. Même si la sauce, encore là, cause des problèmes au sommelier. Mais j'ai été doux avec le sirop d'érable. C'est pas quelque chose de dominant, c'est une présence, mais pas une dominance. Je suis bien content d'entendre ça parce que j'ai quand même choisi 2 vins rouges nécessairement parce que la perdrix, c'est quand même une viande goûteuse. Plus goûteuse, oui, en effet. Puis j'ai été avec une sélection du domaine Saint-Jacques. Domaine Saint-Jacques qui est à Saint-Jacques-le-Mineur, un très beau vignoble, très intéressant, relativement près d'ici aussi. Ben oui. Et puis, on a un vin certifié du Québec, donc l'ensemble des raisins proviennent nécessairement du Québec. C'est une nouvelle certification. C'est un peu comme les appellations d'origine contrôlée en France. Donc, c'est les premières... parmi les premiers vins à être certifiés du Québec. C'est excellent. Et donc c'est ça. Et puis, ici, on a un grand assemblage. On a plusieurs cépages. On a du Lucie Coulman, Maréchal Foch, Sabre-Voix, Bacot et Sainte-Croix. Seigneur. Donc, c'est tout un assemblage.
C'est des raisins qui poussent dans notre climat froid un peu plus Oui, facilement. exactement. Plus robuste peut-être. Tout à fait. Bon, ça va faire des vins plus goûteux, j'espère. Et on devrait goûter ça. Ça devrait être assez... excellent. Quand même goûteux. On voit juste à la couleur, un beau... oui, Bourgogne, riche. Oui, effectivement, des reflets violacés, un beau rubis. Donc c'est intense. Je ne le vois pas. On voit pas que... On voit qu'on voit pas notre doigt, c'est ça? C'est ça, on voit qu'on voit pas. C'est vraiment... Oui. Celui-là sur une nappe blanche, excellent. Oui, effectivement. Fruits noirs, ça c'est... Vous allez vous en souvenir. Ça va très bien. J'aime ça, cette odeur de fruits-là. Oui, c'est, en effet. cassis, on dirait. Oui, un petit... On va se sacrifier, encore une fois. Oh, quasiment liquoreux. On a comme une petite pointe de sucre, on dirait, là. Pas, mais très très peu, là. C'est pas doux, là. Loin de là. Probablement un petit peu plus que le 4 grammes par litre, qui fait que on est en présence d'un vin sec. On est peut-être à 5, peut-être à 6 grammes résiduels. Donc, les tanins ne sont pas trop astringents. On n'a pas un assèchement sur la langue. Donc, je crois qu'avec la petite pointe de sucre de la perdrix, de la sauce de la perdrix, dis-je, ça devrait être quelque chose d'intéressant. C'est vraiment... On va sacrifier une deuxième fois. Oui, ça, c'est un beau... un beau vin du Québec. Pas trop acide. Juste ce qu'il faut pour avoir une belle fraîcheur en bouche. Vraiment quelque chose, à mon sens, de très bien. 17,50 $. Au vignoble? Disponible aussi à la SAQ. Ah, oui, c'est bien ça. Oui, c'est disponible à la SAQ. Et pas dans toutes les SAQ, malheureusement, mais dans plusieurs. Là, une petite recherche sur SAQ.com va faire en sorte que vous allez pouvoir trouver l'endroit, c'est-à-dire quelle succursale c'est disponible. Près de chez vous. Et pour le deuxième vin, on sort vraiment des sentiers battus. On s'en va au Liban. On sort les pains pita. Donc, oui, c'est ça. C'est ça. C'est cependant un assemblage de cépages internationaux. Donc, on a du Cabernet Sauvignon, de la Syrah et du Merlot. Ce qui devrait faire en sorte que, possiblement un peu plus corsé que notre précédent, mais devrait être une petite pointe de... encore un petit peu... Légèrement plus pâle, mais quelque chose d'intéressant, à mon sens. Boisé. Oh, effectivement, on a plus de bois de ce côté-là. Ça sent le bon fût. Oui, en effet. Et là, quand on le brasse, c'est un petit fruit qui sort. Un petit peu plus astringent. Un petit peu plus astringent parce qu'on a les cépages, évidemment, Syrah, Cabernet Sauvignon, des cépages un peu plus astringents. Mais on a comme une petite pointe encore ici de sucre, une petite affaire. Moins que l'autre, à mon sens. Oui, mais on a un petit quelque chose, un petit ampleur en bouche qui est... Oui, définitivement. Ça couvre plus la langue, comme on dit. Oui, définitivement. Il y a plus c'est stimulé d'un peu plus partout. Oui, exact. Donc, la même perdrix avec une sauce moins sucrée, à ce moment-là, ça se complémente très bien aussi. Mais je crois qu'avec notre petite sauce, puisqu'il y a la pointe de sucre et... un soupçon, on dit, c'est ça? On a une petite patate avec des morceaux de bacon dedans en plus. Fait qu'on va aller chercher un petit peu cette fumée-là, je crois, avec celui-là. Oui, exactement. Vraiment... Ça devrait être aussi très intéressant. C'est une belle découverte, à mon sens. Ça... 17,65 dans les différentes SAQ. C'est un produit en spécialité, donc c'est pas toutes les succursales qui en ont. Mais on peut retrouver quand même le produit d'une façon assez générale. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Si vous voulez péter vos amis, le Liban... C'est pas quelque chose de... C'est pas courant, non. C'est ça, c'est pas courant. Les cépages, eux, sont les mêmes, donc ça donne l'opportunité de déguster des choses. Le même cépage, mais d'un pays différent, donc ça permet de voir une autre façon d'affiner les vins. Absolument, absolument. Bien, un gros merci, Serge. Un plaisir. Puis, si vous désirez des informations sur Serge et ses ateliers, vous pouvez toujours visiter son site Internet qui est au www.leducduvin.com. Très simplement. Merci, à la prochaine. Notre perdrix est au four, on va préparer notre sauce tout de suite, comme ça elle va être prête à servir au moment qu'on va la sortir. Puis on va pouvoir s'attaquer à nos petits feuilletés de pommes et noisettes. On a besoin de nos échalotes. Dans une poêle, on va déposer une cuillère à soupe de beurre fondu. On va faire revenir notre échalote avec jusqu'à légère coloration. On va aller chercher un petit goût plus corsé à cause que notre perdrix a un petit goût de volaille, un petit peu plus
charnu, je te dirais, comme viande. Ça va rejoindre un peu la volaille, la caille ou la dinde ou le poulet, sauf que c'est vraiment un goût plus prononcé, en fait, de goût. On va préparer. On va avoir un petit peu de sirop d'érable aussi, puis notre alcool, bien sûr. Et comme toute bonne sauce à une crème, on va y déposer, on va mettre un petit peu de crème dans notre sauce aussi. Légèrement pour la lier. Alors ici, on a le fromage, le ratoureux de la fromagerie Chaput. C'est un fromage cendré. Fait de vache crue, donc de lait de vache crue. Je vais avoir besoin d'environ 175 grammes, ce qui devrait donner environ 2 tranches comme ça. Je vais retirer la croûte. Je vais garder juste la chair du fromage, le moelleux. Et on va les couper en dés d'environ 1 cm. On pourrait utiliser n'importe quel autre fromage pour faire cette recette-là. Il n'y a pas vraiment de préférence. Puisque le fromage va être prisonnier un peu de la croûte de pâte philo, on pourrait utiliser celui qui nous intéresse. Ça pourrait être un brie, ça pourrait être un fromage de chèvre. Donc, laissez aller votre imagination et vos goûts. Ça peut toujours être du petit Québec de craft. Mais, toujours mieux de découvrir un nouveau petit fromage du coin. Celui-là est très bon. Notre échalote prend une légère coloration. Ça va être le moment de déglacer avec notre alcool. Si jamais vous avez des ronds au gaz à la maison, faites juste attention. Il peut y avoir des flambées, c'est 23 % d'alcool. Si c'est le cas, éloignez votre poêle du rond le temps que ce piche-piche arrive, donc les vapeurs qui s'évaporent ne prendront pas feu. Nous, on n'a pas de flamme, on va laisser évaporer jusqu'à réduction quasi complète, vraiment concentrer les goûts de notre alcool. Il y a vraiment un petit goût de cabane à sucre là, qui se promène. Là. Ça sent le réduit avec la fumée du bacon. L'alcool en tant que tel est légèrement sucré, veut pas. Il y a du miel, il y a du sirop d'érable. Ça a fait un alcool, ça a fermenté, ça s'est transformé, mais il y a quand même des petits restants de sucré. Vu que je vais rajouter du bouillon qui va être salé puis je vais rajouter de la crème, je veux que mon goût d'érable soit encore là. Donc je vais faire comme on a fait tantôt pour notre caramel. Je vais rajouter un petit peu de sirop d'érable que je vais laisser évaporer pour concentrer les saveurs. Donc ça, l'alcool est presque évaporé complètement. Sirop d'érable, environ 50 ml là aussi. On poivre. On va laisser évaporer encore là, jusqu'à temps qu'on ait une concentration, qu'on obtienne une texture sirupeuse autour de nos échalotes. Quand on obtient cette texture-là, un peu épaissie, c'est le moment de rajouter notre bouillon de poulet. On a une tasse de bouillon de poulet. Je vais laisser réduire de moitié. Je ne sale pas parce que mon bouillon est déjà un peu salé. Alors, je ne veux pas avoir une concentration trop salée. Je rectifierai l'assaisonnement seulement à la fin. Au moment de servir, je vais goûter puis je vais voir si ça a besoin d'un petit peu de sel, on en rajoutera. Ça, on va laisser évaporer, ça va prendre quelques minutes. On va continuer avec notre feuilleté. Alors, on a nos fromages. On aura besoin d'environ 2 pommes. Que je coupe avec la pleure, des tranches d'environ 1,5 cm. Ça d'aller chercher à peu près la même grosseur que pour nos fromages. Une fois que ça c'est coupé, on a environ une demi-tasse de noisettes. J'ai des noix de Grenoble que j'ai ici. On va juste les concasser. On va les écraser avec le couteau. Je vais avoir des gros morceaux quand même, je veux pas que ça reste... Ça va hacher trop petit. J'ai une petite poêle ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire à sec revenir mes noisettes dedans. Question de les griller un petit peu pour faire ressortir les huiles naturelles puis leur saveur. Donc, on garde un œil là-dessus parce que ça peut aller très très vite, les noix. Ça, je veux qu'ils rôtissent, mais je veux pas qu'ils brûlent, donc il faut juste faire attention.
Les noisettes commencent à griller. Je vais verser un petit peu de sirop d'érable dedans. Ce qui restait. 45 ml environ, 40. Là, je vais laisser évaporer. Je veux que ça caramélise et que ça fasse comme un sucre. Les sucres ont vraiment caramélisé. Là. Le sirop est presque évaporé. On voit que ça commence à laisser des traces caramel. Je vais brasser. En refroidissant. On joute nos pommes directement dessus. Et on va les envelopper avec ce caramel-là et ces noisettes-là. Les pommes vont cuire un peu dans la chaleur résiduelle. C'est parfait. Ici, on surveille notre poêle avec notre bouillon de poulet qui a réduit de moitié. Ça va être le moment d'y rajouter environ un quart de tasse de crème. En plus, une demi-tasse de crème, finalement. Là, je vais ramener à ébullition. Puis, au moment que ça va bouillir, je vais tricher un petit peu. Je vais utiliser de la fécule de maïs pour épaissir la sauce. Ça va nous permettre d'avoir une sauce moins riche, moins crémeuse, qui ne va pas cacher non plus le goût de notre super perdrix. Une cuillère à soupe de fécule ou une cuillère à thé, ça va être suffisant. Dans une cuillère à soupe d'eau, on dilue la fécule avec de l'eau froide. La fécule a cette propriété-là que quand elle touche un liquide bouillant, elle gélatifie, donc elle épaissit. Donc ça va obtenir une belle sauce crémeuse avec une belle consistance. Ça va aider aussi la sauce à se maintenir, pas se séparer, de ne pas aider la crème à casser. Si on devait la maintenir au chaud très longtemps. Donc ça bouge, je vais juste verser une cuillère à soupe de mon mélange. Vous voyez déjà, ça a commencé à épaissir. On va éteindre le feu là-dessus, ça va être suffisant. La chaleur résiduelle du rond va faire évaporation, donc ça va être parfait. Il faut s'attaquer à nos petits feuilletés de pommes, noisettes et fromage. On va avoir besoin de pâte philo. La pâte philo, c'est cette pâte qui est vendue dans toutes les épiceries maintenant, dans le compartiment décongelé. Elle est vendue dans une boîte. Et cette pâte a la particularité d'être très mince. C'est la pâte qu'on utilise pour faire les baklava, pour faire beaucoup de recettes de feuilleté finalement, des strudels aux pommes, des choses comme ça. C'est une pâte très légère, très craquante, qui nécessite une manipulation assez rapide parce qu'elle a tendance à vouloir sécher et se casser plus facilement. Alors on va l'utiliser rapidement. Pour ça, on a besoin de beurre fondu. Notre beurre fondu qui est dans ma petite casserole ici. Je vais juste le tenir prêt. On a besoin d'un pinceau. Notre pinceau. Et là, on va travailler sur le plan de travail, une feuille à la fois. Si jamais vous n'êtes pas vite, je vous conseille de prendre un linge à vaisselle puis de la couvrir pendant vos opérations. Ça va l'empêcher de sécher et de casser facilement. Et là, on badigeonne notre feuille de pâte philo avec le beurre. Commencez toujours vers le milieu en étendant vers les côtés. Suivez la fibre de la pâte, vous allez voir, il y a comme un sens à la pâte. Ça va mieux comme ça. Et là, on va mettre 4 épaisseurs de pâte pour faire nos feuilletés. Donc, une. Puis là, faites attention quand vous la déposez, alignez-vous pour qu'elle soit exactement sur l'autre. Une fois qu'elle est déposée, essayez pas de la changer de place. C'est pas grave si vous n'avez pas atteint la perfection. Quand on va la tailler tantôt, on va pouvoir corriger plein de petites erreurs comme ça. Alors on badigeonne, même chose. Et on répète l'opération jusqu'à temps qu'on ait 4 couches. La pâte philo se vend congelée. Alors il faut prévoir une nuit pour la dégeler tranquillement au frigo. Si jamais vous avez oublié de la dégeler, un petit truc, c'est de la mettre à peu près 30 secondes au micro-ondes dans son emballage. Puis vous allez voir, la pâte se défait assez rapidement et assez facilement. Le but, c'est d'éviter qu'il y ait des cristaux de glace dans votre sac. Vous juste vérifier ça avant de l'ouvrir. S'il y en a, même s'il est gelé, essayez d'éliminer les cristaux. Parce qu'au moment que ça va dégeler, s'il y a de l'eau qui se forme, les pâtes vont coller ensemble, ça ne sera pas manipulable, ça va être très désagréable en fait. Alors c'est une chose qu'il faut juste faire attention. On a nos 4 couches. En attendant que je prépare les autres, je vais juste la replier et la protéger.
Un moule à muffin. Il s'en vend en silicone maintenant. Ils ont du vécu, ceux-là. Ils ont un petit peu taché. C'est pas très grave. On va tailler la feuille en deux sur le sens de la longueur, donc au centre. Comme ça, et en 3 parties. Dans l'autre sens. On dépose notre feuille dans nos moules. On appuie doucement pour ne pas la briser, pour qu'elle colle bien aux parois. On va déposer 4-5 petits morceaux de fromage. Quelques noix caramélisées avec quelques pommes. Puis on remet 2-3 petits morceaux de fromage sur le dessus. Maintenant, on va tout venir coller ça au milieu, puis on va essayer de faire un petit baluchon avec, on va le fermer comme ça. On en répète l'opération 6 fois. Notre perdrix nous fait signe. On va juste éteindre la minuterie. On va regarder ce que ça a l'air. Vous voyez, tout a bien doré. Je me fie au toucher, tout est parfait, c'est cuit. Je vais juste couvrir. Là, notre bouillon s'est évaporé. Nos patates sont rendues dans une espèce de sirop de bouillon de poulet avec du jus de bacon. Tout est super savoureux. On va juste les asseoir comme il faut dedans. Tout est parfait, tout est cuit. Je garde ça au chaud, je laisse ça se reposer pendant 10-15 minutes, le temps que les sucres de viande se redistribuent dans notre viande, puis que notre viande devienne juteuse et tendre. On a le temps de finir ça, d'enfourner ça, puis de les faire cuire. Ça va être le moment de dresser nos assiettes. On referme tout. Une petite couche de beurre pour aider à la dorure. Partout. Et on va enfourner ça tout de suite au four. On fait cuire 15 à 20 minutes. Jusqu'à temps que notre pâte soit bien dorée et croustillante. Si vous utilisez des moules en métal, il serait peut-être préférable de mettre des petits papiers à muffin dans le fond ou de vaporiser avec un anti-adhésif comme un PAM ou quelque chose comme ça, ou beurrer généreusement vos moules pour éviter que ça colle. C'est sûr que si votre pâte déchire au fond, ça se peut qu'il y ait un petit peu de caramel, de jus de pomme puis de fromage qui se mélange puis qui colle au fond. Peut-être qu'on va se battre avec, on verra tantôt. Pour l'instant, je mets ça au four, 400 degrés. 15-20 minutes. Nos navets et nos carottes sont cuits, ont plus que eu le temps de cuire. On va égoutter ça comme il faut. Ça nous fait des belles couleurs, vraiment orange et jaune. Là. Excellente couleur. On va verser un petit peu de notre beurre fondu qu'on a ici. On va saler légèrement. Poivrer légèrement aussi. Et avec notre pied mélangeur, on va rendre ça en purée le plus doux qu'on peut. Ou le plus rough que vous voulez, c'est votre décision. On n'a pas besoin de rajouter de lait ou de crème. La purée que le navet et les carottes font, ça fait une purée qui est un petit peu plus liquide parce qu'elle contient un petit peu plus d'eau puis moins d'amidon. Donc, ça fait une purée plus liquide. Si je mettais de la crème, ça serait trop. Juste le beurre fondu, ça va être parfait pour avoir la texture que je veux avoir. Tout est prêt pour notre assiette principale. On va faire le dressage tout de suite. Alors, prenez votre plus belle assiette que vous avez à la maison. On va faire la technique du spoon pull, spoon push. On étire la purée. Soyez généreux parce qu'on a le seul légume d'accompagnement qu'on a vraiment, c'est ça. Donc, allez-y de bon gré, sentez-vous très à l'aise. Notre perdrix est prête. Elle est chaude aussi. Aujourd'hui, c'est à des petites perdrix. Je vais mettre la perdrix complète dans l'assiette. On va chercher un petit peu de nos pommes de terre au bacon.
On va les mettre dans notre assiette comme ça. Et là, prenez votre petit oiseau. On va les mettre à cheval entre les deux. Et avec notre super sauce à la crémeuse, un petit peu goût d'érable avec notre alcool de miel érable, on va venir en mettre par-dessus. On a encore un petit peu de persil dans notre frigo. On va s'en hacher quelques feuilles. Là, je vais y aller très grossier. On a mis du persil tantôt dans nos pommes de terre. Donc ça a tout à fait sa place. Par-dessus tout ça. Vous avez une grosse feuille, vous pouvez la mettre en grosse décoration. Alors voilà notre perdrix avec nos pommes de terre au bacon fumé et un parfum d'érable, notre petite sauce crémeuse avec la liqueur miel érable de l'hydromellerie de Mellocheville Miel Nature et une petite purée de carottes et navets. On va pouvoir maintenant terminer notre dessert le temps que nos petits bouchées chaudes, nos petits baluchons sortent du four. Nos tartes ils ont eu le temps de figer. Ils auraient pu figer encore plus longtemps que ça. On ne les a pas laissés beaucoup. Là. Ça fait peut-être 35 minutes qu'ils sont là. Avec 1 heure, ça aurait facilement figé, mais on peut quand même les terminer. Une bonne banane fraîche et mûre. On va couper des tranches, mais je vais les couper un peu en billets. On va aller chercher les plus grandes tranches possibles, puis pas trop épaisses. Gênez-vous pas pour prendre 2-3 bananes s'il faut. Si vous aimez ça, vous pouvez faire une pyramide sur le dessus. Inquiétez-vous pas, il y a assez de chocolat là-dedans pour accompagner une banane complète. Sortez l'arme secrète de saison. Le caramel à l'érable. Et allez-y très généreusement. Et pour terminer, vous pouvez saupoudrer un petit peu de vos grains de chocolat sur le dessus. Et voilà, nos belles tartes au chocolat. Banane, chocolat blanc et chocolat noir. Banane avec un caramel à l'érable par-dessus. Et là, on va regarder nos petits baluchons. Juste faire attention, les moules en silicone, quand ils sont chauds, sont très mous. Surveiller ça. Là, je vais m'aider d'une petite cuillère. On pourrait servir cette entrée-là toute seule dans une assiette. On pourrait la garnir avec un brin de persil, de ciboulette ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va la mettre dans notre assiette avec comme accompagnement pour notre repas principal. Ça va être un beau petit clin d'œil, puis ça va très bien compléter notre repas. Alors, on a un petit baluchon. Pommes, noisettes caramélisées à l'érable avec un petit fromage, le ratoureux, de la fromagerie de Chaput de Châteauguay. Alors, on a plein de produits de chez nous, plein de saveurs de chez nous qu'on connaît très bien. La banane, c'est un produit très local. Alors, savourez, amusez-vous, dégustez, prenez le temps de vivre et de manger comme des petits cochons. On se revoit bientôt. Bon appétit tout le monde.